ouverture aussi au niveau de Tunis et j'appelle Sifami Partners EY. Merci beaucoup. Alors, je commence d'abord par me présenter. Donc, Fahmi Larveline, je suis associé chez EY depuis 2010. Et j'ai l'honneur de coordonner un peu les activités du cabinet sur le segment secteur financier. Ça me fait énormément plaisir en fait d'être avec vous et je remercie vraiment la Chambre tuniso-ivoirienne de cette initiative pour organiser un événement en commun entre Tunis et Abidjan. On va parler aujourd'hui d'un sujet très important, le sujet de l'avenir du secteur financier. Je commencerai d'abord pour dire que c'est vraiment un sujet très important pour nous, à double titre. À double titre parce que le secteur financier, c'est vraiment un secteur hautement prioritaire pour EY. Et c'est d'ailleurs le seul secteur sur lequel EY a décidé de spécialiser des gens à 100% donc, sur ce secteur-là. Et ça donne l'opportunité en fait d'être vraiment un apporteur de solutions pour nos clients. À deuxième titre, en fait, cet événement est important parce que également la zone UEMOA et la Côte d'Ivoire, c'est vraiment des marchés prioritaires pour EY, pour lesquels nous avons décidé d'investir pour développer notre présence et accompagner les acteurs sur place. Donc, ça me fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je remercie les présents à Tunis et également les présents à Abidjan. Sur le futur en fait, des services financiers, on voit clairement qu'il y a un changement très rapide qui s'opère ces dernières années et c'est largement impacté par trois tendances. Une tendance technologique, on le voit clairement, donc ça évolue à une vitesse grand V. On est d'année en année, on est bousculé dans nos habitudes et dans la façon avec laquelle on appréhende et on utilise la technologie. Donc ça, on le voit, on le sent en tant que consommateur. Il y a également une tendance sociétale qui est là, une tendance sociétale qui s'exprime par un besoin au niveau des consommateurs qui change très rapidement, mais également un besoin au niveau de la société en général qui demande de plus en plus donc, des opérateurs économiques, notamment en termes de durabilité, en termes de respect en fait de tout ce qui est engagement sociétaux, en termes de respect de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on voit et qui va également impacter en fait le futur des services financiers. La dernière tendance qu'on voit et qui est de plus en plus présente, c'est une tendance réglementaire qui est là, qui s'exprime de différentes façons d'un pays à l'autre, mais on retrouve ça partout. On retrouve que le réglementaire s'immisce de plus en plus et pèse de plus en plus en fait sur les acteurs du service financier, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur les restrictions en termes de respect de ratios, même sur le business lui-même, sur l'impact sur les clients et ce que les acteurs doivent offrir. Et tout ça, en fait, nous amène à se poser la question sur le futur du secteur financier. Comment est-ce qu'il va être impacté? Bien entendu, on va probablement peut-être s'attarder plus sur la première tendance aujourd'hui, la tendance technologique, mais elle est forcément liée aux autres tendances parce que quand on parle de technologique, on pense forcément aux clients et donc aux attentes du client. Et on pense également à la réglementation et comment est-ce que cette réglementation-là peut être un défi pour la transformation technologique. Donc, je pense que ça sera l'occasion pour nous tous d'écouter nos éminents panélistes qui ont accepté à Tunis et à Abidjan de participer avec nous. Et j'espère que ça sera l'occasion pour nous d'échanger sur ce sujet-là. En tout cas, Monsieur le Président, je pense que la technologie nous permet aujourd'hui de faire cette séance-là à distance. C'est bien, on apprécie la technologie, mais j'espère que très bientôt, on pourra faire une séance similaire en physique, parce que rien ne vaut le contact physique, je pense. Merci.
Rien ne vaut le contact physique. Super, d'accord. OK. La prochaine fois, tout le monde va à Abidjan ou tout le monde vient à Tunis, ça sera ça. Alors, nous avons eu les différents mots d'ouverture. Maintenant, on va mettre le pied dans le plat, d'accord, par une vidéo de présentation de l'évolution des services financiers. Juste une vidéo d'une minute. Est-ce qu'on peut y aller? Merci. A disruptive wave is changing the face of banking globally, and we are seeing the first ripples on Irish shores. Challenger banks like Revolut and N26 are capitalizing on both new customer expectations and a continued lack of trust with Irish pillar banks. This disruption has been accelerated with new regulations and open banking, creating a new ecosystem for financial services. If the traditional players don't act soon, they may find themselves without a future in this new landscape. At EY, we can foresee a number of different banking models and how the pillar banks can transform as an experience, as a marketplace, as a service provider, as a facilitator, and as a producer. For traditional banks, it is not a question of which one, but what strategy should be formulated across all these areas to ensure that they continue to grow and succeed into the future. Find out more from our website. Super vidéo de présentation. Cyrida, vous êtes là? Est-ce que vous nous recevez? Oui, Alors, je Diana. pense que je vais vous donner la parole maintenant. On y va? Yes, merci beaucoup, Diana. C'est un Thank peu you. avoir les slides. Donc, je crois que merci, en tout cas, Président, merci, Fermi. La vidéo, elle est clairement, elle met un peu le contexte et en ligne avec ce qui a été dit, où l'innovation est un élément clé dans la disruption, ou dans tout ce qui est, disons, stratégie ou nouvelle configuration de services financiers. On voulait, par la même occasion, mettre le contexte global un petit peu de cette problématique qui est l'avenir des services financiers pour partager avec vous quand même quelques chiffres importants, quelques chiffres clés qui nous permettent par la suite peut-être de rebondir là-dessus et de réfléchir par rapport à l'avenir des services financiers. Alors peut-être le chiffre clé qui est important, c'est que le taux d'inclusion financière en Afrique, il est autour de 43%. Comparé à un taux d'inclusion, si on prend l'Europe ou l'Asie, de 95% et de 70%. Veut dire que clairement, on a un enjeu majeur d'inclusion financière. Il y a un chemin encore à parcourir pour travailler davantage sur l'inclusion financière de notre population et de notre écosystème. C'est exactement pareil pour le secteur de l'assurance. On est sur un taux de pénétration qui avoisine 3%, c'est à 2,9% pour être précis, comparé à une moyenne mondiale de 7,4%. Et donc là également, on a un grand travail à faire pour tout ce qui est équipement et pénétration de secteur de l'assurance au niveau de tous les secteurs, que ce soit retail ou corporate. Peut-être un des chiffres clés qui sont importants à notre sens, c'est que le poids du secteur financier de l'Afrique tout entière par rapport au secteur financier mondial est moins de 1%. Ça, c'est quand même un point important. Et on n'a pas la taille critique aujourd'hui si on la compare par rapport à l'Europe, où le secteur financier de l'Europe pèse 25% par rapport au total secteur financier mondial. Et l'Amérique, à elle seule, pèse 50% du secteur financier. Et donc, il y a quand même un grand enjeu de taille critique et du poids de l'Afrique par rapport à l'ensemble un petit peu du secteur financier mondial. Si on zoome sur les 1%, on retrouve quand même plusieurs Afriques dans le même continent. Il y a 80% de secteur financier est drivé par l'Afrique anglophone et l'Afrique du Nord, essentiellement Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, Maroc. Et donc, le reste de l'Afrique contribue à uniquement 20%. Là, une grande question à poser sur la taille critique, sur l'importance d'avoir des champions régionaux, pas africains, internationaux. Et c'est là l'enjeu majeur, parce que pour pouvoir financer un petit peu notre économie, pour pouvoir financer les chaînes de valeur régionales, pour pouvoir financer un petit peu les grands projets qui attendent l'Afrique, les petites structures ou les petits groupes actuellement ne seront pas capables de soutenir un petit peu cette économie. D'où l'importance de penser grand et d'avoir une taille critique quand même très importante
qui permet aujourd'hui de supporter, d'accompagner l'économie en Afrique et également la population. Un enjeu majeur à côté de ça, c'est qu'il y a quand même un grand sujet d'infrastructure et de connectivité. Et c'est là la question qui se pose sur comment on va créer l'usage du digital, comment on va essayer de créer la vraie pénétration un petit peu du digital et services financiers digitaux si nous sommes aujourd'hui à 20% uniquement de connectivité Internet au niveau de l'Afrique et par rapport à une moyenne de 60%. Et ça, c'est également crucial, en tout cas, à voir si on veut développer les services financiers digitaux, à intégrer cette composante d'infrastructure et de connectivité. Ça a été évoqué lors du premier Digital Morning. Et je pense là, aujourd'hui, on le retrouve, si on pense, disons, digital, numérique, un point important. Alors, face à tout ça, je pense qu'il y a quand même un avenir meilleur qui peut se présenter, un potentiel très important qui se présente pour l'Afrique. Parce que l'Afrique aujourd'hui, qui compte 1,4 milliard d'habitants, va être 2,5 milliards d'habitants en 2050. Et ça, c'est quand même un potentiel très, très important. Et cette croissance, elle est drivée essentiellement par des pays africains. On trouve le RDC, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Nigeria et l'Égypte. Et donc, là, encore une fois, l'Afrique va driver cette croissance et c'est au niveau de l'Afrique que la transformation va s'opérer. Et c'est à nous, secteur financier, de se positionner parce que ces gens-là, il faut les éduquer, il faut les nourrir, il faut les transporter, il faut les loger. Bah, tout ça, le secteur financier a un rôle fondamental pour accompagner. Deuxième point, c'est que quand même, il y a un gisement de ressources naturelles important qui va driver un petit peu cette croissance, qui va faciliter probablement cette croissance-là. Et on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Guinée, on regarde ce qui se passe en RDC, les différents gisements, Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire, des grands gisements en mines, en pierres précieuses. Et tout ça va certainement faciliter un petit peu et de positionner les acteurs africains par rapport à ce développement économique. Avec tout ça, on voit cette émergence. Aujourd'hui, ils sont présents avec nous, les fintech, les insurtech, pas mal de startups qui sont en train de bouleverser un petit peu, de pousser, d'agiter un peu le secteur financier à travers des services digitaux, à travers des expériences un peu différentes de secteur financier. Et c'est là, je crois, l'avenir. Et donc, il y a certainement des challenges, il y a certainement des problématiques de taille critique, mais il y a un avenir certainement meilleur qui se présente aux Africains au secteur financier. Et si on regarde un petit peu les trends ou un petit peu le slide suivant où on voit un petit peu comment le secteur financier est en train les majeures tendances, nous, on a repéré pratiquement 8 tendances majeures. La première, c'est qu'il y a quand même un effort continu qui doit se faire sur l'inclusion financière et l'éducation financière. Et ça, je crois, on va certainement avoir l'occasion d'en parler lors du panel. Deuxième point, c'est qu'il y a un changement fondamental du comportement et des besoins du client. Aujourd'hui, on assiste à la génération Z, la génération Alpha également qui vient se préparer et qui est vraiment digital native et qui a des besoins complètement différents de la population actuelle et donc du coup, le secteur financier doit y répondre. Troisième peut-être élément, on ne le sent pas aujourd'hui de manière concrète, mais ça va être très rapide comme la technologie, c'est un petit peu les actions face au changement climatique et en faveur de la durabilité. Aujourd'hui, les institutions financières, face à ce shortage de trésorerie, à des problématiques de liquidité, ont besoin d'avoir des lignes de financement stables à long terme. Et aujourd'hui, les providers de ces lignes de financement exigent est-ce que l'affectation de ces lignes ou l'utilisation de ces lignes soit dans des projets durables, parce que c'est dans ce sens-là qu'on veut voir un petit peu notre économie en termes d'énergie durable, d'optimisation un petit peu de consommation d'énergie, de protection de l'environnement et ainsi de suite. Alors, le quatrième point qui est très important, et ça, c'est au cœur de la transformation de mindset des institutions financières, c'est vraiment l'open banking ou l'open insurance. Et ça, c'est important parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les banques ou les institutions financières classiques doivent s'ouvrir à un écosystème encore plus large, aux fintech, aux insurtech, aux startups et un écosystème encore plus large pour qu'il arrive à mieux servir le client. Et donc, ce mindset qui dit qu'on peut tout faire seul, je crois que c'est révolu et ça nécessite quand même un changement de mindset profond
au niveau de ces institutions. Cinquième point qu'on constate toujours, qui est toujours d'actualité, c'est qu'il reste encore un grand effort d'optimisation et d'efficacité opérationnelle et d'optimisation de coûts au niveau des grandes entreprises et au niveau des grandes banques. Donc, ça reste toujours des processus un peu lents, des processus coûteux et sur lesquels il y a un grand travail d'optimisation. Le sixième point, et ça on le constate dans le cadre de nos différents projets, c'est qu'il y a quand même un grand besoin, une compétition pour des talents disons, issus de ces nouveaux besoins de digitalisation. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une rareté de ressources qualifiées, notamment dans des domaines de data science, de l'IA, de technologie, d'innovation. Et donc là également, il y a pas mal d'institutions financières qui réellement ont du mal à trouver ou à convertir en tout cas des ressources. Et ça, c'est un grand challenge en tout cas qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des institutions financières. Septième point, c'est absolument, ça a été dit par Fermi, c'est encore de la pression réglementaire, encore des sujets, des risques nouveaux en termes de cybersécurité, en termes de solvabilité, en termes disons, de couverture ou d'exigences un peu réglementaires en termes de ratio. Et ça pèse énormément disons, aux institutions financières. Et c'est le grand dilemme, en tout cas, de régulateurs avec l'arrivée des fintechs qui probablement ont plus d'agilité, moins de contraintes que les institutions financières. Et c'est un peu ça la question, comment allier réglementation bancaire, réglementation de l'assurance et également réglementation des fintechs et des insurtech pour qu'elles arrivent à travailler ensemble. Et dernier point, peut-être, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle générative, qui est aujourd'hui une réalité, qui est aujourd'hui en train de bouleverser notre manière de fonctionner au niveau des institutions financières, qui va probablement faciliter un peu la tâche aux institutions financières. Et aujourd'hui, disons, le socle majeur ou le point majeur, c'est vraiment la data et le sujet de données. Et on le vit au quotidien avec nos clients, nos institutions financières, la grande impératif d'avoir un socle data robuste parce que c'est la data qui, de l'or aujourd'hui, c'est la data la plus importante et c'est ce sujet-là que certainement on aura l'occasion d'en parler. Merci Diana, voilà de mon côté. Super, merci, merci Rida. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette super présentation. Hichem, tu es là? Je suis là, bonjour Si tout le monde. Hichem, est-ce qu'il Bonjour Diana. m'entend? Je t'entends Marhaba, parfaitement. bonjour, Je bonjour, t'entends Aslema, parfaitement. bonjour. Alors, je pense que je vais te passer la parole, d'accord? Alors, Hichem Ramis, il est le secrétaire général de la Chambre de commerce Tunisie-Côte d'Ivoire et il est à Abidjan présentement. Alors, je te passe la parole, c'est bon? Très bien, merci beaucoup Diana. Très intéressant, Merci. très inspirant Lida. Merci à Président, Fahmi, Lida, qui ont parfaitement introduit le sujet. Je pense que pour en débattre aujourd'hui, nous avons la chance et l'immense privilège d'avoir parmi nous des panélistes de qualité, des experts chevronnés dont les expériences et les idées innovantes devraient contribuer à redéfinir le paysage du secteur financier en Afrique, disons francophone. Permettez-moi de les présenter brièvement. Alors, comme première panéliste, j'introduirai Manel Brahim, que je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs. Responsable marketing stratégique de communication externe chez Tijeli Banque Tunisie. Avec plus de 17 ans d'expérience, Manel est une experte chevronnée en stratégie marketing et communication, contribuant activement à la croissance et à la transformation de son secteur par des approches innovantes et une connaissance approfondie de tendances de marché. Manel est diplômé de l'Institut des hautes études commerciales de Carthage. Je vous invite également à applaudir M. Gildas Nzouba, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Directeur général chez Sounou Assurance, Vie Côte d'Ivoire, Head of Cluster Côte d'Ivoire chez Sounou Assurance, tout en assumant parallèlement depuis 2021 des responsabilités de président de conseil d'administration Sounou Côte d'Ivoire Business GIE. Cadre dirigeant de l'industrie des assurances en Afrique francophone, Gildas possède une solide expérience orientée vers la transformation de business models
avec une capacité prouvée à initier des projets innovants, créateurs de valeur pour les parties prenantes de son organisation. Titulaire d'un Master 2 en assurance et gestion des risques de l'École nationale d'assurance de Paris, ainsi que d'un Executive MBA de HEC Paris. Il est aussi diplômé en actuariat Conservatoire national des arts et métiers en France. Merci de réserver également un accueil plus des chaleureux à Skander Neija, Général Manager chez Ami Assurance. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, Skander apporte une expertise approfondie et une connaissance étendue du marché des assurances, lui permettant de proposer des solutions adaptées et innovantes pour anticiper des évolutions du secteur et répondre aux besoins changeants de la clientèle. Skander est ingénieur diplômé de la grande école centrale Supélec, titulaire d'un Executive Specialized Master Business Consulting de la SP Business School. On a la chance également d'avoir parmi nous Audrey Kofi-Nyamke, directrice des risques chez Orange Bank Africa depuis 2020. Avec 16 ans d'expérience, Audrey est une experte en gestion des risques opérationnels, contrôle permanent, sécurité des systèmes d'information et conformité. Sa profonde connaissance de ces domaines stratégiques lui permet de relever les défis liés à la sécurité, à la régulation dans le secteur bancaire numérique en Afrique. Elle est diplômée elle est titulaire d'une maîtrise des sciences économiques et de gestion des entreprises à l'université d'Abidjan Cocody, avec comme spécialité la monnaie, la finance internationale, l'audit et le contrôle de gestion. Elle a également à son actif plusieurs formations, entre autres formation sur le management des risques, BCAO Dakar, formation sur le management des équipes HEC Paris, formation BAL 2, BAL 3 EY et formation Siren, sécurité financière. On a également parmi nous M. Kwaku Ba Simplice Roger, contrôleur général des assurances et inspecteur vérificateur principal à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, Direction des assurances, diplômé de l'Institut international des assurances de Yaoundé avec un DESS en assurance et formé à l'INSEA en ingénierie statistique. M. Kwaku Ba Simplice Roger combine une expertise en assurance et une solide base statistique. Il joue un rôle essentiel dans la régulation du secteur des assurances en Côte d'Ivoire. Ses responsabilités à la direction des assurances englobent la supervision des agréments, la réalisation d'études et la gestion des statistiques sectorielles, garantissant la conformité des pratiques et la stabilité de l'industrie, contribuant significativement au développement de l'assurance en Côte d'Ivoire. Herman Kwaku, directeur général de Bridge Microfinance, avec plus de 20 ans d'expérience dans la banque commerciale et la finance. Herman occupe depuis 2015 le rôle de secrétaire général de Bridge Group West Africa. Il a lancé Momocash, la première solution de crédit et d'épargne mobile dans la zone UMOA, avec plus de 9 millions de clients à ce jour. Vous pourrez peut-être nous actualiser les chiffres tout à l'heure. Diplômé de l'ESCA et titulaire d'un MBA de Manchester Business School, il a également occupé des postes chez EY, Access Bank et EcoBank. Enfin, nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Georges Abiad, co-founder de Push Côte d'Ivoire. Je vous demande. Entrepreneur actif dans plusieurs secteurs, Georges débute premièrement dans l'immobilier en 2011 à Paris, avant de fonder en 2013 un groupe de restauration qui emploie plus de 60 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de plus de 6 millions d'euros. En 2021, il cofonde Push et rejoint en 2022 le conseil d'administration et l'actionnariat de DocClick au Canada. Georges est titulaire d'une licence en mathématiques, informatique et d'un master en télécommunications. Mesdames, Messieurs, chers invités, sans trop tarder, je vous propose d'ouvrir la première session, le premier round, portant sur l'inclusion et l'innovation, le futur des services financiers. Donc, je vous propose de
commencer par une première question que j'adresserai avec plaisir à Manel. Manel, d'après votre expérience et sur la base de votre expérience personnelle, comment les banques en Afrique peuvent-elles surmonter le défi de la bancarisation et l'inclusion financière? Alors, bonjour à tous et à toutes. Très ravie d'être conviée à ce panel panafricain. Alors, ce n'est pas un dépaysement pour moi qui suis déjà issue d'un groupe panafricain. Et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais partager un peu du vécu et mettre un peu du concret aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on entend en rapport avec les enjeux des banques africaines. Alors, parler enjeux des banques africaines, ça peut s'avérer pas très pertinent dans le sens où aujourd'hui, l'enjeu déjà par définition, ça va dépendre de la vision, des objectifs qu'on se donne, mais surtout des environnements dans lesquels on évolue et les environnements aussi qu'on souhaiterait, dans lesquels on souhaiterait évoluer. Aujourd'hui, la banque, effectivement, et on l'a vu dans les interventions précédentes, elle sort un peu de son rôle historique de collecteur de dépôts ou encore d'acteur principal de financement de l'économie pour atteindre aujourd'hui une dimension sociétale extrêmement importante. Qu'on parle aujourd'hui capital humain, rétention des talents, inclusion financière, la banque aujourd'hui et plus spécifiquement la banque africaine a un rôle capital à jouer là-dedans. Je dirais aujourd'hui aussi dans des contextes aussi disparates soient-ils, mais qui sont entachés quand même d'une instabilité politique dans la majorité des environnements africains, la banque aujourd'hui peut constituer un modèle de référence en matière de performance économique, financière. Et la Banque africaine aujourd'hui, elle gagnerait vraiment à ne plus raisonner à court terme. Il est temps aujourd'hui qu'on raisonne à long terme, qu'on se détache un peu du rôle classique de refinancement de l'État ou encore de la grande entreprise et qu'on s'oriente plus vers la petite et la moyenne entreprise qui constituent quand même le tissu principal économique de l'ensemble et de la majorité, je dirais, des pays africains. Et je commencerai par un défi majeur qui est souvent négligé, mais je commencerai par le défi de la gouvernance. Aujourd'hui, la mise en œuvre d'une stratégie, elle doit être portée, traduite par une certaine gouvernance. Laquelle gouvernance aujourd'hui, elle doit être portée par un rôle actif des administrateurs. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui par analogie à des modèles inspirés du modèle anglo-saxon, c'est d'avoir des administrateurs indépendants, non exécutifs aujourd'hui, qui vont renforcer le rôle de supervision et qui viendront appuyer l'ambition des managers justement pour mettre en œuvre encore une fois cette stratégie. Il y a aussi un enjeu capital en matière de ressources humaines. On a de plus en plus du mal à retenir les talents, que ce soit des talents digitaux ou autres, de par le contexte justement socio-économique instable dans la majorité des pays. Et les banques aujourd'hui sont aussi bien, on le verra sur d'autres sujets, et ça a été fortement souligné sur le digital centré client, mais ils sont aussi, se doivent d'être centrés client interne. Et cette centricité client aujourd'hui, elle impose un certain socle à mettre en place. On parle aujourd'hui de socle RH. Je vais partager, j'ai l'honneur de partager avec vous une petite expérience et j'ai eu l'honneur et le privilège aussi de gérer le programme capital humain stratégique au niveau de la banque et au niveau du groupe aussi, où il y avait un souci d'harmonisation de socle RH. Je reviendrai sur cette dimension d'harmonisation extrêmement importante aujourd'hui pour des banques africaines qui percent dans des milieux assez disparates et où la data, effectivement, elle est extrêmement importante et se doit d'être harmonisée, d'employer un même lexique aujourd'hui pour utiliser vraiment cette data à bon escient et faire évoluer cette dimension de capital humain. Alors, ce qui a été fait au niveau d'Atigeri, et par analogie aussi dans d'autres filiales portées par le groupe, c'est qu'on a mis en place un socle
de gestion des compétences, où aujourd'hui la trajectoire de carrière, elle est assez transparente, où les aires de carrière sont accessibles à tous. Et quand on dit gestion de carrière, c'est extrêmement important aussi de souligner la dimension upskilling et les moyens de formation aujourd'hui qui se doivent d'être agiles à l'ère du temps et qui se doivent d'être optimisés, gérés de manière optimale à ce que le collaborateur atteigne rapidement son ambition. Aujourd'hui, et depuis très longtemps déjà, on a été parmi les premiers acteurs à avoir déployé une académie. Laquelle académie aujourd'hui, elle est renforcée par un dispositif interne de collaborateurs formateurs. On compte aujourd'hui une centaine, si j'intègre aussi sur d'autres registres, le dispositif Dar el-Masharia. On a aussi une médiathèque qui est mutualisée avec le groupe. Et là, on passe sur une brique digitale où on a accès aujourd'hui à des parcours de formation agile qui sont préalablement assignés, étudiés pour résorber le gap justement en matière de compétences. Et vous avez souligné tout à l'heure le partenariat, l'interaction avec l'écosystème entrepreneurial. Là aussi, c'est extrêmement important d'intégrer de la nouvelle technologie, de l'IA. Et on est actuellement en collaboration avec une start-up tunisienne et c'est vraiment une fierté puisqu'elle est classée 8e au niveau de la French Tech sur 800 startups dans le même domaine capital humain. Et on essaye de transposer ce modèle-là au niveau du groupe. La semaine prochaine, on se déplacera à Casa justement pour permettre à cette start-up aussi de collaborer avec le capital humain groupe et où cette solution basée sur l'IA permettra d'interpréter des situations contextuelles, comportementales qui viendront renforcer la dimension soft skills, qui est une dimension extrêmement importante et ce n'est pas évident de l'aborder aujourd'hui par un aspect purement théorique. Donc le capital humain aujourd'hui, c'est vraiment un socle extrêmement important. Je partagerai aussi en avant-première, c'est qu'aujourd'hui, le groupe, et c'est vraiment une reconnaissance aujourd'hui aux talents tunisiens, a choisi la Tunisie comme un hub de talents digitaux qui vont porter toute la trajectoire digitale de par le groupe. Et ça, vraiment, en soi, c'est une fierté. Je reviendrai là-dessus parce que c'est une brique extrêmement importante. Alors, il y a le capital humain sur lequel on investit. Et quand on investit sur le capital humain, par ricochet, on est en train de sécuriser l'expérience client externe par cette symétrie justement d'attention. Il y a également la digitalisation. La digitalisation aujourd'hui est extrêmement importante quand on sait que la moitié de la population mondiale, elle est née à l'ère du numérique. C'est dire à quel point aujourd'hui c'est important d'intégrer cette brique qui est indissociable aujourd'hui à toute vision stratégique. Alors, la digitalisation, il y a un sujet de transformation digitale, bien évidemment, de mise à niveau et d'upgrade de solutions technologiques. Là encore, on parle de socle technologique assez modulable, assez évolutif, mais ça induit aussi à des risques de cybercriminalité et un changement de comportement de client. Super. Alors, le changement de comportement client, il va falloir qu'on l'aborde aujourd'hui dans un contexte paradoxal de rationalisation. Effectivement. Alors, déjà que l'investissement dans le digital, c'est assez coûteux, Oui. c'est assez risqué aussi. Sur certains registres, si on intègre aujourd'hui cette dimension de collaboration avec les fintech et d'empowerment de manière générale de l'écosystème, mais c'est aussi important de collecter de la data, l'analyser et répondre de manière très personnalisée à la clientèle. On assiste aujourd'hui à une rationalisation, mais qui est au bénéfice de la digitalisation et du renforcement du self-care client. On voit clairement aujourd'hui, nous aussi, on a déjà entamé ce process, on est sur des fusions, je ne dirais pas clôture de points de vente, mais plutôt de fusion de points de vente pour améliorer la qualité de service. Mais il y a aussi de la spécialisation qui est en train de se créer. On est en train de redéfinir aujourd'hui le réseau de distribution avec des points de vente qui sont dédiés au wealth management, d'autres qui sont dédiés à l'entreprise et d'autres aussi qui sont là
pour renforcer, encore une fois, réitérer notre engagement sur l'inclusion financière. Super, Madame Manel. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre intervention. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de données, hein, vraiment beaucoup de données. On aura l'occasion de vous redonner la parole tout à l'heure. Vous allez nous expliquer en long et en large. Alors maintenant, j'ai une question pour Monsieur Georges. J'espère que vous m'entendez, que vous me Très bien, voyez. très bien. Parfaitement. Monsieur Georges, c'est bon? Alors, selon vous, comment les fintechs peuvent-elles démocratiser l'accès au crédit pour les petites entreprises? Pour rappel, nous avons principalement 3, maximum à 5 minutes par intervenant pour permettre à tout le monde de pouvoir prendre la parole. Merci beaucoup. Très bien. Bonjour. Bonjour Bonjour. à la Côte d'Ivoire, bonjour à la Tunisie. Vous savez, cette question autour du crédit, du financement pour les petites entreprises, elle est cruciale. Elle est cruciale d'abord pour le développement de ces entreprises et également cruciale pour la survie de ces entreprises. On a tous été confrontés à un moment à une opportunité pour le développement qu'on n'a pas su saisir parce que le chemin pour le crédit était long et fastidieux et coûteux, ou à une situation délicate à un moment donné où nous avons eu besoin de financement, de trésorerie pour surmonter cette passe. Et personnellement, en tant qu'entrepreneur, j'ai été confronté plusieurs fois à ces deux cas. Maintenant, chez Push, en tant que FinTech, nos travaux autour de cette question vont s'articuler autour de 3 axes majeurs. Et c'est d'ailleurs 3 axes majeurs qui coulent dans notre ADN. Ça va être autour de la traçabilité, autour de l'utilisation intelligente des données et autour de l'instantanéité. Prenons des cas concrets, par exemple. Aujourd'hui, on va venir apporter un outil d'identification des petites entreprises digitales de Kawaii qui va donner accès à un portefeuille digital. À travers ce portefeuille digital, ce commerçant va pouvoir percevoir tous ses flux entrants, que ce soit par carte bancaire, que ce soit par mobile money. On a vraiment aujourd'hui besoin de capter tous ces flux entrants pour justement, à juste titre, comme l'a dit ma précédente interlocutante, capter cette donnée. Donc, on part de l'identification du wallet digital à l'utilisation de la donnée par l'intelligence artificielle qu'on va mettre en place pour pouvoir offrir des solutions de crédit à ces petites entreprises. Comme je l'ai dit, sur ces 3 axes, donc on a la traçabilité et l'utilisation des données, mais surtout l'instantanéité. On est en train de travailler sur un produit où la petite entreprise ne va pas passer par une demande de crédit, mais plutôt sur un scoring fait en amont et à une proposition de crédit. Et dans cette situation-là, ça vient réduire les coûts liés au crédit et apporter la proposition de valeur de façon instantanée. Merci beaucoup, Georges. Je vous en prie. Merci, très pertinent. Herman, peut-être une question à vous et en partant, si vous pouvez passer le micro peut-être à Herman, en partant de votre expérience, votre track record, de l'expérience de Bridge Microfinance. Pour vous, quel rôle joue la digitalisation dans la compétitivité des institutions financières traditionnelles face aux fintech? Merci, Hichem. En tout cas, très ravi d'être ici, très ravi de prendre la parole ce matin pour rebondir sur les propos, en tout cas, de Georges, c'est ça? De Georges. Les fintech sont venus avec un ensemble de nouvelles pratiques. On a vu dans la présentation de départ qu'il y a un foisonnement d'initiatives en matière de finances digitales partout en Afrique. Et de façon intuitive, je pense que tout le monde a senti ou tout le monde sent que ce levier-là, en tout cas, peut permettre de changer les choses, de changer les pratiques.
Le succès de cette fintech-là est assis sur leur ADN, voilà, je dirais ADN digital dès le départ. Ils sont digital natives. Par définition, ça leur permet d'avoir une certaine agilité dans le déploiement voilà, de leurs solutions, d'être en termes de go-to-market. Ces fintechs-là sont beaucoup plus agiles, plus rapides pour déployer leurs services et leurs produits sur le marché. Sont, je dirais, disponibles H24. Voilà, Georges parlait d'instantanéité des services. Enfin, pour me limiter donc à ces caractéristiques-là, ces quelques caractéristiques-là sont justement ces éléments qui manquent, je dirais, aux banques traditionnelles, qui manquent aux microfinances traditionnelles. Voilà, donc les acteurs traditionnels n'ont pas d'autre choix que de copier, que donc de rejoindre donc ce train de la digitalisation pour pouvoir donc je dirais, apporter cette touche donc d'instantanéité ou d'agilité à leurs services, aux services voilà, qui sont fournis déjà. Donc, vous parlez donc je dirais, d'impact ou bien de l'expérience particulière de Momo Cash. À l'instant, Georges parlait de données. Momo Cash, justement, est assis sur l'ensemble de la data de notre partenaire telco MTN. Voilà. Je souriais lorsque j'entendais Georges. En réalité, c'est le même parcours qu'ils sont en train de suivre. Aujourd'hui, pour pouvoir faire du crédit digital, il n'y a pas 1000 solutions, il faut avoir de la donnée. Et ces données-là doivent être assises sur des transactions financières. Donc, c'est ce que nous avons fait avec MTN. Nous avons donc collecté l'ensemble des données de transactions de MTN sur ses abonnés Mobile Money, principalement. Et sur cette base-là, nous avons été capables donc de définir les scorings et donc de mettre à disposition donc de cette base d'abonnés-là des crédits instantanés. En termes de résultats, je dirais, on a lancé Momo Cash en février 2018. 6 mois après, c'est-à-dire septembre déjà, on avait dépassé le cap du million de clients. Juste pour donner un aperçu donc de la puissance ou voilà, du digital. En fait, voilà. Aucune institution, je dirais, financière, par des canaux classiques ou par des process classiques, n'aurait pu enrôler 1 million d'utilisateurs en 6 mois. Voilà, ce n'est pas possible. Après, sur Momo Cash, au mois le mois, on processe entre 160 000 et 200 000 crédits par mois. Voilà, ce sont des petits crédits, ce sont des crédits qui partent de 2 000 francs à 1 million de francs CFA. Donc, entre 160 000 et 200 000 crédits par mois. Et c'est assis sur combien de personnes? 6 personnes. En termes de staffing, nous avons un headcount de 6 personnes. Pour vous donner juste une idée donc de l'efficacité, en tout cas de l'efficience opérationnelle que la technologie nous permet d'avoir pour déployer ce service-là. Donc oui, pour répondre à la question de Hichem, oui, les banques traditionnelles ou les acteurs traditionnels n'ont pas d'autre choix que d'embrasser ce train-là pour, si elles veulent en tout cas assurer leur pérennité, si elles veulent assurer leur croissance, si elles veulent en tout cas parler à la génération future. Merci beaucoup, Armand. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons aller dans le secteur de l'assurance maintenant. Donc, ma question s'adressera à Monsieur Gildas. Selon vous, comment adapter les produits d'assurance aux besoins des consommateurs africains et quels segments peuvent être ciblés pour maximiser l'impact de cette adaptation? Monsieur Gildas. Bonjour, merci Diana. Merci Hichem, merci Rida pour l'invitation. Donc, très heureux de participer à cet échange sur ce sujet. Alors, la première chose, en fait, je vais répondre à la partie relative à la cible et au segment, mais j'ai envie de dire la réponse est dans la question. Quand on parle de consommateurs africains, je veux dire, nous sommes sur des marchés sur lesquels on a 85 à 90% selon les pays de la population active qui sont des actifs du secteur informel. Donc déjà, je pense que ça permet de circonscrire un peu ce périmètre-là. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'on ne les connaît pas. Je vais rebondir un tout petit peu sur le propos d'Herman. Il parlait d'acteurs traditionnels. Moi, je suis un peu jaloux quand j'entends Push, Momo Cash, etc. Ils font des trucs super sympas. Nous, on a un acteur traditionnel, c'est un peu plus lourd. Et en fait, on se rend compte qu'on ne les connaît pas.
On ne connaît pas du tout cette population-là, les 85-90% d'actifs du secteur informel. Donc, je pense que le premier élément, il est là, connaître ces clients-là, et qui en plus sont essentiellement des non-clients de l'assurance. Mais même pour les clients de l'assurance, l'assurance, c'est le métier de donner par excellence. C'est le métier de donner par excellence. Si vous voyez le nombre d'informations que l'on prend dans nos systèmes pour assurer un véhicule ou pour assurer une maison, vous verriez à quel point nous sommes un métier de donner par excellence. Mais à aujourd'hui, même ces données que nous avons sur les clients existants, nous ne les exploitons pas. Donc c'est le deuxième axe. Aller mieux connaître en fait les informations, mieux exploiter les informations que nous avons sur les clients existants. Je reviens sur les clients, sur les non-clients, et ça fait le pont en fait avec des nouveaux métiers pour nous. Aller connaître les non-clients, ça nous demande de sortir de nos bureaux. Ça nous demande de faire tout simplement du marketing. Et ça, si vous voulez, dans le secteur de l'assurance, je pense que c'est, en tout cas en Afrique francophone, c'est quelque chose d'assez récent. Quels outils, quelles méthodes, quelles pratiques on met en œuvre pour aller connaître les fameux clients? Le deuxième levier pour pouvoir innover et donc atteindre cette cible-là, c'est qu'il faut repenser notre actuariat. Il faut totalement repenser notre actuariat. L'actuariat, c'est tout ce qui est ingénierie de l'assurance, enfin, ingénierie du pricing en assurance. Nous avons, et à chaque fois que je dis ces éléments-là, je rebondis sur les propos de Manel tout à l'heure, en filigrane, entendez capital humain, entendez où est-ce que nous trouvons finalement les ressources pour venir porter ces innovations, ces modifications dans nos organisations. Donc je reviens sur l'actuariat. On a tous été, en tout cas un certain nombre d'entre nous, nous avons été formés dans d'excellentes écoles d'actuariat, mais sur la base finalement, ou je dirais sur des bases traditionnelles. On a été formés à faire de l'actuariat avec de la donnée foisonnante, ou en tout cas de la donnée suffisamment existante. À partir du moment où vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de recul sur les clients non existants, les clients que nous n'avons pas, c'est difficile de faire des projections sur comment est-ce que leur sinistralité, etc., va se comporter à 5 ans, à 10 ans. Or, même là-dessus, aujourd'hui, l'univers de l'actuariat évolue suffisamment vite pour qu'on parle d'actuariat avec des données tronquées, par exemple, et donc que nous soyons capables en fait, d'être un peu plus inventifs sur toutes ces méthodes que nous avons normalement à portée de main. Là-dessus, ça me fait rebondir sur le sujet de la data. Même si elle est incomplète, même si elle est tronquée, nous avons aujourd'hui suffisamment d'informations, ou en tout cas nous sommes capables d'aller collecter suffisamment d'informations et de les traiter, que ce soit de la donnée structurée, voire même de la donnée non structurée. Donc là aussi, il y a vraiment un sujet de comment est-ce qu'on arrive à finalement embarquer les bonnes ressources pour travailler sur ces sujets-là. Donc, un, connaissance client, deux, repenser notre actuariat. Et le troisième élément, pour pouvoir atteindre ces cibles-là, pour pouvoir développer l'inclusion assurantielle, et je m'arrêterai là pour le moment, c'est tout ce qui est la distribution. Nous avons des modèles de distribution qui ne sont adaptés dans l'assurance traditionnelle, en tout cas, qu'à du corporate ou alors à du salarié du secteur privé. On distribue à travers des courtiers, on distribue à travers des agences générales, à travers des réseaux salariés, mais en fait, ce sont des réseaux qui n'ont pas la capillarité suffisante et qui ne permettent pas en fait d'avoir le go-to-market qui va aller toucher ces dizaines de millions de personnes. Et en parlant de distribution, et là je me tourne vers tous mes camarades de droite, ça va dépendre aussi de la capacité des institutions, des sociétés d'assurance traditionnelles à s'intégrer dans des écosystèmes. Si vous voulez, pendant très longtemps, nous avons fonctionné un peu en vase clos, uniquement avec nos acteurs traditionnels, courtiers, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui, et l'expérience de Momocash est intéressante, c'était en filigrane, mais dans Momocash, je pense que vous avez au moins 2 ou 3 acteurs différents qui arrivent à s'intégrer pour pouvoir l'un s'appuyer sur la base de données de l'autre potentiellement s'appuyer sur la capillarité de la distribution. Et c'est cette capacité en fait à s'intégrer dans des écosystèmes, à trouver des modèles gagnant-gagnant d'intégration qui va nous permettre d'aller toucher, d'aller atteindre en fait ces populations non encore assurées. Alors, par rapport à cette histoire d'écosystème,
Et je pense que l'économie digitale, je vais appeler ça comme ça, est une économie de plateforme. La vraie question, c'est de savoir qui est la plateforme. Et je pense que c'est là où parfois nous avons des échanges passionnants avec notamment les opérateurs de téléphonie mobile, voire même avec certaines banques. La vraie question, c'est qui est la plateforme. Autrement dit, qui est celui qui va catalyser la relation fournisseur-client. Et je pense que c'est un véritable enjeu. Et véritablement, les sociétés d'assurance ont cette capacité de se positionner, en tout cas sur certaines verticales comme plateforme. Alors, juste pour partager 2-3 expériences, pour illustrer tout ça, si vous voulez, sur la partie relation client, connaissance client, nous, chez Sunu, ça nous a demandé de nous transformer totalement. Tout à l'heure, vous entendiez que j'étais président du conseil d'administration de Sunu Business, qui en fait est un véhicule qui existe dorénavant dans tous nos pays, qui permet pour les métiers vie et non-vie, d'adresser la relation client, le marketing et la communication. Et donc, vous voyez, on a cassé la frontière qui existe entre les deux métiers, qui est une frontière réglementaire, mais qui n'empêche pas d'adresser le client différemment pour mieux connaître les clients. Sur la partie data, on est en train de structurer, mais au niveau central, au niveau du groupe, toute une équipe en charge justement de la data, de la gouvernance de la data, mais également de l'utilisation de la data. Et je pense que c'est par des initiatives fortes comme ça en interne que l'on va être en capacité de se transformer pour pouvoir mieux adresser les clients et améliorer l'inclusion. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, M. Gildas. Très enrichissant. Alors, pour rester dans les assurances, en fait, la question que je poserai à Skander à Tunis, pour vous, Skander, comment les technologies disruptives aujourd'hui peuvent-elles améliorer l'accès aux produits d'assurance? Merci beaucoup, Hichem. Merci infiniment pour l'invitation. Ravi et honoré de faire partie de ce panel. Donc, merci à la Chambre de commerce Tunisie-Côte d'Ivoire et EY Tunisie de me faire l'honneur d'être parmi les panélistes. Donc, excellente question. L'un des enjeux pour l'assurance, on en a parlé avec Elida tout à l'heure et avec Gildas, c'est de faire face à un retard énorme en termes de taux de pénétration. Elida tout à l'heure a parlé de 3% versus une moyenne mondiale qui est à 7 et quelques. La réalité, c'est que dans nos pays, il y en a même qui sont à 1, 2 et 3%. Quand on exclut les 4, 5 gros pays, on est vraiment très, très loin. Et donc, il y a un enjeu et une opportunité énorme de rattraper et de bridger ce gap. Et ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles technologies disruptives, comme tu dis, vont nous permettre, entre guillemets, de bridger ce gap et d'aller rapidement pour rattraper ce retard. Comment ça va nous permettre? C'est en analysant déjà les freins. Les freins, c'est principalement un problème de quantification du risque. Gildas tout à l'heure disait, on a toujours été une industrie de la donnée. Effectivement, on a toujours été une industrie de la donnée. Donc aujourd'hui, c'est presque notre paradis, parce qu'on a accès à beaucoup de données à foison et on a accès aussi à beaucoup d'outils pour la traiter. Cette donnée-là va nous permettre de mieux connaître des risques qu'on ne connaissait pas avant, par la récupération d'infos sur des plateformes externes, par le stockage d'informations massives, par le traitement de ces informations, par la récupération d'informations qui nous vient des IoT, l'Internet des objets, par les capteurs divers et variés, etc. Je prends un exemple. Il y a un risque qu'on connaît tous en assurance non-vie, qui est l'assurance automobile. Quand on l'applique aux transporteurs publics de voyageurs, taxis par exemple, c'est toujours compliqué. C'est des gens qui roulent toute la journée. Ils prennent parfois un peu de risque parce qu'ils aiment la vitesse ou parce que le client est pressé. Et donc, notre façon de faire de l'assurance pour ces gens-là, avant, c'était de prendre notre casse, entre guillemets. C'est en mise, on dit, voilà, ça devrait générer tant d'accidents, chaque accident devrait coûter tant. Et donc, on donne un prix. Dans les pays où il nous est permis de donner un prix. Parce que dans certains pays, le prix est fixé. Et le problème, c'est qu'un an, 2 ans, 3 ans, c'est là où on va constituer de la data et c'est là où on commencera à analyser. Ça, c'est la vieille façon de faire l'assurance. Nous, on l'a fait, on a pris énormément de casse. Maintenant, on a analysé nos données, on sait bien assurer les taxis, Dieu merci, on recommence presque à gagner. Pas à gagner, mais presque à gagner. La nouvelle façon de faire, c'est d'utiliser les moyens modernes, dans nos pays y compris. Alors, ça s'appelle Uber, ça s'appelle Yassir, ça s'appelle Bolt, ça s'appelle différemment. Donc, les taxis se mettent quand même
au digital et commencent à être connectés via leur smartphone et à dire je prends la course, je ne prends pas la course, je suis chez le client, j'arrive, j'arrive pas. Donc on a la vitesse, on a le circuit, on a les habitudes de conduite. Et donc, si demain on arrive à teamer avec ces Bolt, Uber Co, on aura de la data a priori et on pourra pricer le risque proprement. C'est une illustration de ce que les données vont permettre. Deuxième axe qui me paraît intéressant, c'est ses capacités de calcul. Avant, on était très limité en termes de capacité de stockage et d'analyse. Aujourd'hui, on parle de modèles très développés de machine learning et d'apprentissage qui nous permettent d'être plus précis sur notre segmentation, sur notre tarification. Et ça, on l'a quasiment pour pas cher, ou presque. En tout cas, nos amis des IT peuvent nous faire des infrastructures assez optimisées. Et nous, on l'utilise, par exemple, pour faire de l'intelligence artificielle sur le scoring, sur la tarification, etc. Le dernier point qui fait qu'on va pouvoir mieux maîtriser quantifier le risque, c'est qu'on a parfois, et on réussit aujourd'hui, à contourner notre ancienne façon de faire. Notre ancienne façon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de récupérer l'historique de la casse et d'essayer de la projeter. Mais maintenant, on peut, avec le paramétrique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ne pas être contraint de bien connaître le risque actuel et d'estimer la casse qui lui arrive. Le paramétrique, c'est de dire, j'ai des paramètres externes qui s'appliquent à tous les agriculteurs, ça s'appelle la pluviométrie, ça s'appelle l'humidité, ça s'appelle l'ensoleillement. Et avec ça, je peux déclencher une indemnisation quasiment instantanée si certains triggers ont été dépassés. Dans telle zone de la Tunisie, si la pluviométrie descend en dessous d'eux, je sais que ma productivité du champ va baisser, donc je vais indemniser directement l'agriculteur, ce qui lui permet de rebondir et de continuer son activité. Ça, par exemple, ça a été mis en place au Maroc pour la couverture catastrophe naturelle, le séisme, et ça a permis d'indemniser des gens qui n'étaient pas assurés et qui ne le sont pas. Et ça, c'est extraordinaire. L'autre axe qui est un frein aussi, qui était un frein, c'est le coût de service. Peut-être que vous ne le savez pas, mais les meilleures compagnies d'assurance ont des coûts de gestion qui sont autour de 20%. Et ça peut aller jusqu'à 30, 35 et 40% de la prime. Parce qu'on a des coûts inhérents de transport de dossiers, de va-et-vient d'experts, de va-et-vient de souscripteurs. Et tout ça, avec les technologies modernes, ça peut être bypassé parce qu'on récupère l'info directement du client grâce à des machines qui sont sur place. On a en interne énormément d'outils qui peuvent nous aider à être plus efficaces opérationnellement. On parle de BPM Workflow. C'est une façon de dire il n'y a plus de dossiers qui circulent entre les bureaux, voire même il n'y a plus besoin d'être dans le même building. Je peux envoyer le dossier instantanément à l'autre bout de la Terre. On parle de scan, et donc de gestion électronique de documents, et d'OCR qui va lire directement la documentation. Et donc, quand je suis à Tunis, je peux travailler sur le même dossier. Je n'ai pas besoin d'attendre des semaines. On parle aujourd'hui de technologies d'intelligence artificielle générative qui peut nous prémâcher le travail. On lui donne à manger toutes les expertises qu'on a reçues, tous les constats qu'on a reçus, et nous prépare un rapport. Ce n'est pas elle qui va décider si on souscrit ou pas, si on l'indemnise ou pas, mais c'est elle qui peut nous aider à avoir une synthèse de ce qui se passe pour aller vite. Donc, les illustrations sont énormes, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de baisser le coût de service, donc de rendre l'assurance plus abordable, de mieux connaître le risque, donc de mieux le tarifer. Et dernier sujet, c'est la culture. On a un frein culturel et pédagogique. On n'arrivait pas facilement à avoir accès aux clients. On n'est pas une industrie transactionnelle qu'on peut l'être la banque ou les établissements de paiement. Le client nous vient presque tous les ans juste pour renouveler ou une fois tous les 5 à 10 ans pour déclarer un sinistre. Et donc, on n'a pas une intensité relationnelle pour faire l'article, entre guillemets, pour faire notre commercial. Et donc, les technologies modernes nous permettent de l'atteindre plus facilement et de lui mettre à disposition des MOOC, des formations ou des vidéos qui peuvent illustrer tout ça. Donc, en synthèse, aujourd'hui, avec les technologies digitales disruptives, on a une opportunité impressionnante, inédite, en tout cas pour l'Afrique, pour faire ce saut technologique et rattraper ce retard. Super. Merci beaucoup, M. Skander. Merci. Merci pour votre intervention. Alors, je retourne à Abidjan où j'ai une question à poser à Madame Audrey. Alors,
comment les régulateurs peuvent-ils encourager l'innovation tout en assurant une meilleure maîtrise des risques? Et par ailleurs, est-ce que vous connaissez des exemples d'autres marchés où cet équilibre a été plus ou moins atteint? Merci beaucoup pour la question. Merci aussi de nous avoir conviés à cet entretien. En effet, pour revenir à la question, il est quand même important de préciser que le régulateur aujourd'hui se retrouve à la croisée des chemins, que ce soit à ma gauche, à ma droite et même à Tunis. On voit comment chacun dans son secteur d'activité, que ce soit les banques, les émetteurs de monnaie électronique ou les fintech, aujourd'hui se battent pour accélérer, je dirais, la mise à disposition de solutions innovantes pour pouvoir anticiper sur le comportement des clients. En effet, l'enjeu, il est important. Le régulateur, aujourd'hui, il a face à lui un marché qui avance en innovation et derrière, il a une réglementation qui est plutôt traditionnelle et qu'il va falloir faire bouger si finalement on veut accompagner l'innovation financière tout en maîtrisant les risques. Il faut dire que toutes ces innovations ne sont pas loin de plusieurs risques. On a notamment le risque de sécurité. Donc, si je propose des services financiers digitaux, ben, je m'expose à de la cybercriminalité. En mettant à disposition des services financiers à distance, ben, finalement, comment est-ce que j'arrive à bien connaître la clientèle pour gérer tout ce qui est risque de non-conformité, de blanchiment et de financement du terrorisme? Comment, in fine, lorsque je prête de l'argent à un client que je n'ai jamais vu, je m'expose au risque de crédit? Comment, encore une fois, dans cet écosystème, le régulateur arrive à garantir une stabilité financière pour pouvoir atteindre ses objectifs d'inclusion financière, mais surtout de développement économique? Dans tout ça, on a un consommateur final. Comment le régulateur, in fine, va arriver à sécuriser ce consommateur final lorsqu'il est autant exposé à plusieurs solutions innovantes, que ce soit dans le secteur de l'assurance ou même des banques et des fintech. Orange Bank Africa, c'est une banque, la première banque de l'UMOA qui a été créée et qui propose des services financiers totalement digitaux. En moins de 5 secondes, vous avez une décision d'octroi de crédit. Donc, cela se base sur des données. Ces données-là que nous collectons auprès de nos clients nous proviennent de notre actionnaire et de notre partenaire Telcom, mais aussi émetteurs de monnaie électronique. Mais tout ça doit être encadré par une certaine rigueur, une certaine, je dirais, une certaine transparence aussi vis-à-vis du client, pour que celui-ci nous autorise en réalité à avoir accès à ces données. De ma petite expérience à Orange Bank Africa, justement, qui est arrivée tout récemment sur le secteur bancaire il y a 4 ans à peu près, et qui aujourd'hui représente 1 700 000 clients, Orange Bank Africa a, dans ce laps de temps, décaissé à peu près 400 milliards de crédits. C'est environ 100 000 crédits qui sont décaissés tous les mois. Et j'ai l'honneur et la responsabilité d'assurer tout ce qui concerne le scoring des clients, donc en temps réel, travailler sur comment déterminer le profil du client afin de lui adresser l'offre la plus adaptée possible à son profil de risque. Je travaille également sur la sécurité du système d'information pour ne pas que justement celui-ci se voit, donc le client final se voit fraudé. Et on a toute une question de conformité à régler avec le régulateur. Donc, c'est dans tout cet environnement que je vais pouvoir me permettre de proposer peut-être des axes d'amélioration, puisque aujourd'hui, la réglementation, elle est plutôt axée sur la banque traditionnelle, c'est-à-dire un commercial ou une banque va voir physiquement un client, lui demander ses niveaux de revenus, chercher à savoir où il habite, etc. Il faut savoir que dans le secteur bancaire digital, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est de manière instantanée qu'on doit pouvoir déterminer le profil de risque de client, son profil de risque de conformité. Est-ce qu'on s'expose à du blanchiment en entrant en relation avec lui? Premier point. Deuxième point, est-ce qu'on est en capacité de lui octroyer le montant adapté pour ne pas que ce client se retrouve en surendettement? Donc, la question m'a été posée de savoir un peu sur les autres marchés, comment ça se passe. Effectivement, Orange Bank s'est inspiré fortement de l'Afrique de l'Est. Il faut dire que
le Kenya est assez avancé dans ces domaines-là. Donc, la réglementation a évolué de sorte à ce que le régulateur lui-même mette en place des sandbox réglementaires qui permettent en fait aux fintech finalement de tester la sécurité de leurs offres que ces fintech proposent sur le marché. Donc, ça sécurise davantage les produits financiers qui sont proposés à la clientèle d'une part, mais en regardant un peu plus près ici au niveau du Ghana, on a pu voir que des formations et des sessions régulières sont organisées entre la Banque centrale et tout l'écosystème. Vous voyez, ici, on a l'opportunité de rencontrer des fintechs, des banques, etc. Mais les régulateurs devraient justement s'inspirer de ce type d'expérience pour pouvoir créer des cadres de communication réguliers afin que les exigences réglementaires soient le plus proches possible de ces innovations qui sont définies. En allant encore au Kenya, on voit clairement que la cybersécurité a vraiment été encadrée à partir de 2019. Une réglementation spécifique pour contre la cybercriminalité a été mise en place, mais aussi et surtout des exigences qui sécurisent le consommateur, parce qu'au final, tous ces services financiers proposés peuvent mettre le client en situation de surendettement. Voilà. Et je dirais que les régulateurs devraient peut-être s'inspirer davantage du retour d'expérience du marché de Singapour, qui apparaît comme le marché aujourd'hui le plus équilibré, avec toutes les dispositions qui permettent à la fois de gérer le risque de lutte de blanchiment de capitaux, le risque de crédit, le risque de cybercriminalité, le risque de protection, en tout cas tout ce qui concerne la protection du client, mais aussi la protection de l'utilisation des données personnelles des clients auxquels les différentes fintechs, mais aussi les banques ont accès désormais pour pouvoir travailler sur le scoring des clients. Je reviendrai peut-être un peu plus tard sur comment on arrive justement à ajuster et à mettre en place cette adéquation offre-client qui est vraiment le point crucial, mais ce que le régulateur doit quand même embarquer dès à présent. Et pour répondre à la question, ils doivent pousser l'innovation, ils doivent s'adapter à l'évolution, mais en créant un cadre permanent d'échange afin que les évolutions le plus tôt possible soient embarquées dans les réglementations, de sorte à ce qu'elles soient le plus adaptées possible, le plus agiles vis-à-vis de tout ce qu'on met en place aujourd'hui au niveau des banques, des établissements de finances et des fintechs. Merci. Excellent, excellent André. Et Audrey, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la dernière question de ce premier round et on me dit qu'il y a un petit rattrapage à faire sur le timing. Merci beaucoup. On a la chance d'avoir avec nous la régulation aujourd'hui. Il y a des débuts de messages qui ont été passés. Alors, pour vous, Monsieur Kouakou, quel rôle joue la régulation ou le régulateur dans l'accompagnement de l'innovation technologique dans le secteur financier, bancaire et assurantiel? Merci, Monsieur Hichem. Je voudrais, au nom du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, et au nom du directeur des assurances, dire merci à la Chambre de commerce de Tunisie qui a bien voulu. Côte d'Ivoire. Oui, Tunisie en Côte d'Ivoire. Tunisie, Côte d'Ivoire. Tunisie, Côte d'Ivoire, merci. Qui a bien voulu nous associer à ce rendez-vous de donner et de recevoir d'importance capitale. Vraiment, je voudrais vous dire merci. Alors, le régulateur, je pense que Audrey qui vient de parler a donné vraiment, me facilite la tâche parce qu'elle a donné toutes les questions que le régulateur se pose. Elle a donné les indications nécessaires. Alors, ce que je dois vous dire, donc en prenant la parole, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est le ministère des Finances et du Budget qui a en charge le secteur des assurances, le secteur financier. Voilà, le secteur financier. Et à l'intérieur de ce ministère, c'est la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui a en charge l'opérationnel. Et la direction des assurances est un service technique de cette direction générale-là. Alors, le sujet de quel est le rôle du régulateur, c'est ça, dans cette question-là. Alors, le régulateur
qui se pose toutes les questions qui viennent d'être posées par Madame Audrey, a le souci, bien entendu, de faire en sorte que le consommateur qui s'engage puisse avoir satisfaction. Parce que on a dit les risques sont énormes. Donc, le régulateur a le souci de ce que le consommateur puisse être satisfait. Alors, qu'est-ce que le régulateur va faire? C'est la conception du cadre réglementaire. Évidemment, elle a dit, et cette conception du cadre réglementaire ne se fait pas seule, c'est avec les acteurs, c'est avec la contribution des acteurs que le cadre réglementaire est conçu, quelle que soit l'activité. Et lorsqu'on a conçu le cadre réglementaire, évidemment, il faut sensibiliser les acteurs, il faut veiller à ce que le cadre réglementaire soit respecté. Et lorsque cela n'est pas respecté, en principe, on tire un peu les oreilles à travers les sanctions qui sont prévues. Voilà, voilà. Alors, donc, nonobstant tout ce que Mme Audrey a dit, alors je vais regarder au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, la question de la transition numérique est tellement importante que l'État a mis en place un ministère. Donc, il y a le ministère en charge de la transition numérique et de la digitalisation. Donc, si vous voyez aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'administrations qui sont vraiment engagées. Quand vous prenez la fonction publique, le ministère de la fonction publique, c'est vraiment digitalisé. Alors, quand on vient dans notre secteur, au niveau du Trésor, alors le Trésor public de Côte d'Ivoire ayant compris vraiment la nécessité de mettre le pied dans le plat, le Trésor s'est engagé depuis un certain temps. Et par exemple, en 2013, le Trésor a eu le prix d'excellence de la meilleure administration numérique. Et en 2016, le Trésor a eu le prix d'excellence de la meilleure administration moderne. Et en 2019, le Trésor public de Côte d'Ivoire a été certifié ISO 9001, version 2015. Alors, le Trésor a également une banque. Et cette banque-là, évidemment, elle s'arrime à tout ce qui se passe en termes d'avancées technologiques. Et je vais citer, par exemple, quelques produits, Trésor Pay, Trésor Monnaie, qui vont servir au paiement en faveur des administrations. L'inscription en ligne des élèves et le paiement des frais de scolarité, tout ça, on peut le faire à travers ces plateformes-là. Mais en dehors de Trésor aussi, mais quand vous prenez les impôts, aujourd'hui, les opérateurs économiques savent qu'avec e-impôt, on paye son impôt. De même que la Caisse nationale de prévoyance sociale, pour payer les cotisations sociales. Pareil pour le côté administration, la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Alors, si j'essaie de venir vraiment vers le secteur des assurances, puisque le Trésor gère le secteur financier qui est en 3 composantes, il y a les assurances, il y a les banques, il y a les systèmes financiers décentralisés qu'on appelle les microfinances. Alors, au niveau des assurances, depuis 2023, l'autorité régionale a pris un règlement fixant les conditions de vente de l'assurance par voie électronique. Et nous, en Côte d'Ivoire, je pense que M. Njoba peut attester, nous n'avons pas attendu cette période-là pour autoriser la vente de contrats d'assurance par voie électronique. Donc, ça vous dit que au niveau de la Côte d'Ivoire, les autorités ont pris à bras le corps pour cette transition numérique et nous sommes engagés et nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Merci beaucoup, M. Kouakou. Merci beaucoup. Merci. Alors, Hichem, je pense que nous allons passer directement à la deuxième partie, n'est-ce pas? Absolument.
Alors, la deuxième partie de notre panel qui parlera des expériences clients et technologies disruptives au cœur de la transformation, bien évidemment, des services financiers. Je m'adresse directement à Madame Manel, qui est juste à côté de moi. Alors, comment mesurer l'impact de la digitalisation sur la satisfaction client alors? Alors, impact sur la digitalisation client, c'est vraiment une approche multidimensionnelle. Depuis tout à l'heure, quelle que soit l'institution, que ce soit de l'assurance ou de la banque, on parlait beaucoup de la data. Et il s'agit aujourd'hui vraiment de consolider cette vision 360 clients qui va permettre justement d'intensifier la relation à deux titres. Il y a l'intensification relationnelle transactionnelle pure, tout ce que permet aujourd'hui la digitalisation en matière de renforcement de self-care, customer care, mais il y a aussi l'aspect relationnel aussi qui est extrêmement important. Je reviens à la dimension capital humain qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est l'humain. On n'est pas en train de placer des produits, on parle d'expérience client. Et donc, c'est très important déjà d'intégrer en amont cet acteur humain. Alors, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est de la co-construction. Ce qu'on appelle en quelque sorte aussi, c'est le consommateur actif, c'est de la communication entrante. Je me préoccupe du client et donc c'est très important de sonder déjà au départ le client, d'intégrer ses attentes aujourd'hui dans tout ce que je fais. Maintenant, par rapport à tout ce qui est impact, il y a bien sûr, quand on dit impact, il y a de la mesure. Dans une certaine mesure aussi, parce que tout n'est pas quantifiable justement. On parlait tout à l'heure de scoring. Aujourd'hui, sur des entités non structurées, typiquement la très petite entreprise, on parle plus de scoring psychométrique plutôt que scoring quantifiable avec des algorithmes bien rodés. Et donc, on peut aujourd'hui mesurer le Net Promoter Score d'un client qui est assez révélateur aujourd'hui du degré de satisfaction, mais la promotion de services dans l'entourage. Il y a aussi le KPI relatif à la rétention de la relation client. N'oublions pas ce qu'on est en train de faire est amené à évoluer. Aujourd'hui, capter une relation client, ça coûte excessivement cher. Il va falloir rentabiliser cette client et c'est marrant aujourd'hui parce qu'on retrouve déjà de par le panel cette dimension de cross-sell aussi qui est extrêmement importante et qu'il va falloir mettre en avant. Aujourd'hui, la banque est complémentaire à un produit d'assurance et vice-versa. Et c'est très important aujourd'hui de créer cette chaîne justement avec ce consommateur-là. Et donc, l'expérience en elle-même aussi. Le fait d'être sur des métriques relatives à l'usage, mais aussi au nombre de clics. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des freins? N'oublions pas qu'aujourd'hui, on est sur des technologies. Et les technologies, par définition, c'est des silos. Et donc, il va falloir vraiment agir sur ça et créer une expérience client fluide avec des technologies sans couture, où il y a de la communication intra-technologie qui permettra encore une fois de capter le maximum de la data, de la faire analyser au profit d'une meilleure expérience client. Et bien évidemment, tout ça dans un souci de personnalisation au client, une personnalisation qui pourrait être poussée à l'extrême. On a abordé tout à l'heure le sujet de la reconfiguration des réseaux de distribution, où on retrouve aussi une dimension extrêmement importante qu'on n'avait pas abordée et qui va de pair avec l'inclusion financière et qui fait défaut malheureusement dans nos contextes panafricains, c'est la dimension éducation financière qui est extrêmement importante aujourd'hui. Et donc, cette dimension de démocratisation, de banalisation des concepts va permettre de résorber aujourd'hui un enjeu de taille qu'on vit actuellement depuis quelques années malheureusement, c'est le gap qui a été créé entre la relation client et l'institution financière, parce qu'on juge aujourd'hui qu'il n'y a pas la transparence nécessaire, que aujourd'hui on est en train de surtaxer de rendre une prestation assez chère aux clients
Et tout ça, ça crée des barrières. Et donc, le fait d'intégrer le client, encore une fois, dans la co-construction, bah, ça permet de répondre à ce besoin et d'apporter une solution assez pertinente. Je terminerai par dire qu'aujourd'hui, on est aussi très regardant par rapport à une expérience client omnicanal. Et ça, c'est extrêmement important. Quelle que soit aujourd'hui la plateforme, quel que soit le point de contact, le point d'entrée de la relation client, c'est vraiment extrêmement important aujourd'hui que ça soit transparent vis-à-vis de la relation client et que ça soit fluide. Et ça se reflètera justement dans l'usage, dans le fait d'adopter les services, la data, n'oublions pas qu'aujourd'hui, la data, elle est aussi extrêmement importante pour la prédiction. Et donc, si moi, je m'inscris dès à présent dans une démarche avant-gardiste où je mets à profit, on parlait tout à l'heure, on était plus sur de la data empirique qu'on maîtrisait. Et là, on monte d'un cran justement pour appréhender cette data estimative qui est calibrée par un certain comportement psychométrique, mais aussi transactionnel, quantifiable. Et donc, c'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir cette vision et ce driver d'omnicanalité. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame Manel. Alors, une question que je poserai à la fois à Georges et Herman, et j'aimerais bien avoir votre avis sur les enjeux sécuritaires liés aux solutions digitales proposées par les fintech et les insurtech, et comment plutôt rassurer les clients potentiels réticents. Sécurité et confiance, ok. J'ai envie de dire que la sécurité est la pierre angulaire du dispositif. Tout comme j'ai envie de dire aussi également que la sécurité permet de bâtir ou de construire la confiance dans le système. Que ce soit Selma ou Gildas, on parlait tantôt donc de partenariat, on parlait de plateformes technologiques qui communiquent entre elles, et chacun des acteurs, en tout cas dans l'écosystème numérique, est prêt et disposé à ouvrir ces plateformes parce qu'il a confiance en la plateforme de son interlocuteur en face. Donc, la sécurité est primordiale, la sécurité est la pierre angulaire du dispositif. Il faudrait que chacun, en tout cas, des acteurs dans l'écosystème puisse s'engager dans des process, en tout cas, avec les standards les plus élevés pour rassurer tout le monde qu'il a les process de sécurité, qu'il a une gouvernance de la donnée assez solide, qu'il a, on va parler de backup, des processus incluant de la redondance qui permettent donc d'assurer la fluidité du service. Voilà. Selma parlait de fluidité des opérations. Moi, j'ai envie de parler d'expérience sans friction. Voilà. Ça serait destructeur, en tout cas, pour un client de s'engager voilà, dans une, je sais pas, prenons l'exemple de la banque digitale, où on dit au client qu'il a ses fonds qui sont sécurisés, qui sont disponibles H24. Ce serait énormément destructeur d'avoir le service qui ne fonctionne pas pendant 3 ou 4 jours, et la personne n'a pas accès à son épargne. Voilà. Je vous assure que le jour où le service va reprendre, tout le monde courra au guichet pour retirer voilà, ses sous. Donc, il est important, en tout cas, que le service soit disponible, qu'il n'y ait pas de friction, en tout cas, dans l'expérience qui est proposée aux uns ou aux autres, et que voilà, les plateformes qui communiquent soient des plateformes qui soient les plus sécurisées possibles. Voilà, pour construire cette confiance-là. Voilà. Sans la confiance, je dirais même j'ai envie de dire qu'il n'y aura pas de digital. Les clients sont prêts à partager leurs données parce qu'ils ont confiance que ces données-là ne seront pas utilisées à d'autres fins, parce qu'ils ont confiance que ces données-là seront sécurisées quelque part, il n'y aura pas d'accès, je dirais, sans contrôle, parce qu'ils ont confiance que ces données-là ne seront pas du jour au lendemain sur la place publique. Donc oui, c'est primordial. Merci Herman. J'aimerais aborder le sujet sous l'aspect de la fintech, qui me concerne personnellement. Quand on fonde une fintech, on est face à plusieurs défis.
commercial, marketing, de construction de l'entreprise, RH, on a beaucoup parlé de ressources humaines. Notamment face aux défis, il y a les priorisations. Par rapport à la régulation, qui est bien sûr un élément essentiel. Et on a beaucoup parlé de données aussi. Comment sécuriser les données, comment les crypter, comment informer. On a ce devoir de transparence également vis-à-vis du consommateur. Qu'est-ce qu'on fait avec les données? Il faut les informer. Il faut aussi leur donner la possibilité de pouvoir récupérer ces données. Ça aussi, c'est un devoir de transparence. Il y a ce devoir également de pouvoir couper, avoir une action sur ces données. Aujourd'hui, Herman, tu parlais de ne plus avoir accès à tes données. Il y a aussi les cas de fraude. Aujourd'hui, un cas de fraude sur une fintech, ça vient déstabiliser tout le système. Ce n'est pas seulement la fintech qui va être impactée, c'est vraiment tout l'espace financier. On va tous être préjudiciables. Et quelles sont les actions qu'on peut mettre face à ça quand on est une fintech? C'est tout d'abord de prioriser, lors de la conception de la fintech, l'aspect sécurité à travers les ressources humaines et les certifications. Et tout ça, c'est des processus qui prennent du temps. Et si on ne les priorise pas à la fondation même de la fintech, on arrive 4-5 ans après, sans certification, avec un RSSI qui vient d'être créé et qui n'est pas mature. Et de là commencent les problèmes. Aujourd'hui, on a eu la chance d'être bien accompagné chez Push, de prioriser ça vraiment à la genèse de Push et aujourd'hui d'être certifié en direct PCI DSS, par exemple. Et ça rassure tous nos partenaires financiers. Aujourd'hui, quand on parlait de microcrédit, on va être accompagné peut-être d'Orange Bank, de Bridge Bank, de tous les partenaires banquiers. C'est quelque chose qui va venir rassurer à la fois les partenaires, mais également nos clients. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai une question adressée à M. Gildas. En quoi la digitalisation redéfinit-elle l'approche de l'assurance vie en Afrique et quels sont les produits ou services innovants qui répondent aujourd'hui aux besoins d'une population jeune et pleinement en croissance? Ok. Alors, je vais, permettez-moi de remodeler un peu la question. Non pas pour me la rendre plus facile, hein, mais peut-être pour préciser 2-3 choses. Je ne vais pas parler que de l'assurance vie, mais de l'assurance peut-être en général. Et c'est fortuit parce que tout à l'heure, je vous indiquais, je pense que Skander ne me contredira peut-être pas, mais je pense que pour un client final, assurance vie, non-vie, il veut de l'assurance et après, il va chercher dedans s'il prend de la vie de l'automobile en fonction de son besoin, mais il a un besoin d'assurance. Et ça, c'est un premier paradigme important. Le deuxième, je suis toujours assez mal à l'aise quand on dit digitalisation et pas transformation digitale. Pour une raison très simple, parce que pour moi, le terme le plus important dedans est transformation plutôt que digital. Encore une fois, ces outils, cette profusion d'outils, de data, etc., vient surtout permettre de transformer les corps métiers que nous avons. Soit nous les transformons, soit effectivement, on a une nouvelle façon de faire finalement le même métier. Je me tourne vers mes camarades de droite. Qu'on parle de microcrédit, picocrédit, nanocrédit, instantanéité, à la fin de la journée, c'est faire du crédit. Donc, c'est juste que ça a transformé un métier déjà existant. Et du coup, en disant ça, je pense que la première chose, en fait, que tout ce foisonnement de technologie a engendré, c'est d'abord de la transformation en interne. C'est de la transformation en interne. Monsieur Kwakuba, qui connaît bien le secteur, vous savez, le centre de gravité dans les sociétés d'assurance pendant longtemps, et même encore dans certaines sociétés, c'était la souscription, la gestion des sinistres, l'actuariat, la comptabilité. Vous trouviez à peu près 90 à 95% des effectifs de ce côté-là. Et puis quelques personnes pour gérer les archives quand même, parce qu'on est une industrie de papier et de documents. Aujourd'hui, vous avez un centre de gravité qui a complètement bougé. Vous avez beaucoup plus de monde au niveau du commercial, du marketing, de la relation client, de tout ce qui est communication digitale. Et vous avez également beaucoup plus de monde sur les fonctions de contrôle interne, contrôle permanent, conformité, etc. Donc vous avez totalement un équilibre en fait de l'organisation qui a bougé. Le deuxième élément, mais qui sous-tend en fait ce mouvement ce mouvement de centre de gravité, je dirais,
c'est la qualité de maîtrise de nos processus. Le fait de digitaliser, et là maintenant j'utilise digitaliser des processus ou des bouts de processus, eh ben, nous a permis de mieux mesurer tout simplement. De mieux mesurer, et ça change tout en termes en termes de satisfaction client, en termes de relation client. On se retrouve enfin à véritablement connaître, maîtriser nos parcours clients. Et je peux vous assurer que même en termes de vocable, ça a changé énormément de choses. Vous savez, dans le secteur de l'assurance, on est très traditionnel. Skander disait qu'on avait un peu de retard tout à l'heure. On a très, très longtemps parlé d'assurés et de bénéficiaires de contrats. On a des termes un peu barbares, souscripteurs, etc. Nous parlons enfin de clients. Nous parlons enfin de clients. Nous nous intéressons enfin au parcours client. Nous essayons de mesurer ce qui se passe à chaque étape du parcours client. Et c'est salvateur parce que finalement, il y a quelques moments de vérité comme ça. Le moment de la souscription, de l'acte d'achat, le moment du sinistre. Et enfin, nous arrivons à véritablement apprécier, appréhender, anticiper ce qui va se passer à ces moments de vérité du fait de la digitalisation d'une partie de nos parcours clients. Par rapport à l'autre élément en fait, qui est important là-dessus, je reviens sur... je ne vais pas revenir sur l'intégration aux écosystèmes, je pense que tout le monde en a déjà parlé, et c'est probablement l'un des autres leviers très forts, mais je note le point relatif à la confiance. Le retard que le secteur de l'assurance a engendré fait que ce soit les banques ou les opérateurs telco, n'ont peut-être pas encore un niveau de confiance suffisant, en tout cas dans nos zones, sur la robustesse de nos systèmes à nous. Mais ne vous inquiétez pas, on va travailler là-dessus, je passerai vous voir personnellement pour en discuter. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire pour les jeunes, pour assurer les nouvelles populations? Il y a encore des choses qu'on fait très mal. Et ça aussi, je pense que à chaque fois, j'enverrai quelque chose pour le régulateur. Vous savez, on a une cloison très forte entre assurance vie et assurance non-vie. En réalité, c'est une problématique comptable, j'ai envie de dire. Il faut que vous ayez des états financiers séparés pour ne pas qu'une activité finance l'autre, pour faire de manière très courte. Mais ça ne doit pas empêcher de faire des produits packagés. Vous savez, les cibles que nous avons sont des cibles pour lesquelles il faut pouvoir aller en une fois prendre une prime d'assurance, quitte à l'éclater derrière sur plusieurs risques. Et donc, on doit avoir cette capacité à packager sans complexifier l'offre que nous présentons. Le deuxième élément, et je pense que d'autres métiers le font très bien depuis longtemps, c'est la gamification. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. Je pense que ce qui va attirer une cible plus jeune, c'est dans quelle mesure ce service un peu barbare, on va être capable de le gamifier, de le rendre un peu plus simple et de multiplier en fait les contacts. Autre élément, et je vais finir là-dessus, je sais qu'on doit rattraper un peu le temps. Là aussi, on est sur des cycles de revenus, en tout cas des cibles qui ont des cycles de revenus qui sont non traditionnels. Nous, on a l'habitude de fonctionner sur du mensuel. Mais on parlait tout à l'heure des actifs du secteur informel, ils ont des flux monétaires quotidiens. Ou quand vous allez dans le secteur agricole, vous avez, si je prends les VA, c'est un mois dans l'année ou 2 mois dans l'année, le reste de l'année, il n'y a pas de flux. Comment est-ce qu'on arrive en fait à faire payer les gens en fonction de leur cycle de revenus? Et je pense que c'est quand on sera en capacité en fait d'intégrer tout ça tout en respectant les dispositions réglementaires qu'on pourra vraiment toucher les jeunes, notamment, et les autres segments de marché qui doivent nous intéresser. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. Alors, pour rester dans ce même contexte, et je partirai du postulat selon lequel la digitalisation semble mieux réussir dans le secteur bancaire que dans le secteur des assurances. Alors, Skander, pour vous, en fait, et la question que je poserai, plusieurs initiatives semblent être menées dans les assurances, mais leur succès reste très limité et souvent moins impactant que ceux des fintechs bancaires. Selon vous, d'après votre expérience, quels sont les principaux freins à cette évolution? Est-ce qu'il s'agit plutôt de problèmes technologiques, d'une question d'approche stratégique? C'est du marketing, c'est de la réglementation ou c'est d'autres facteurs? Merci, j'aime. Bon, j'ai presque tendance à dire que c'est un peu tout ça. Mais la principale raison, qui n'en est pas une, c'est qu'on est plus discret que les banquiers. C'est juste ça. Et donc, ce qu'on fait n'est pas forcément très visible. Donc, je vais peut-être donner quelques éléments de réponse, mais trêve de plaisanterie. La grande différence qu'on a avec les banques, c'est que les banques sont beaucoup plus sur le transactionnel.
Et c'est une vraie plaie quand c'est mal géré, mais une vraie bénédiction quand c'est bien géré, parce que l'intensité relationnelle avec les clients est juste colossale. Nous, on voit le client une fois par an. Deux, s'il fait des sinistres, la banque peut le voir chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et donc, toutes les initiatives digitales ou de transformation, comme disait Gildas tout à l'heure, digitales, sont beaucoup plus visibles. Quand on se compare par contre sur les activités non transactionnelles, là, on n'est pas loin des banques. On est quasiment au même stade. Ils ne font pas plus de souscriptions que nous, ils ne font pas plus d'automatisation de relations clientèle que nous, etc. En moyenne. Après, dans chacun des secteurs, il y a des leaders et des mastodontes qui arrivent à bien avancer sur la transformation digitale, beaucoup, beaucoup moins. Et d'ailleurs, cette visibilité, elle est un peu à double tranchant parce que on peut faire comme dans l'ère Internet il y a 20 ans. Désolé, je commence à vieillir. Il y a 20 ans, il y a pas mal qui disaient on fait de la vente par Internet. Mais finalement, c'est juste un formulaire qui est d'ailleurs imprimé physiquement et qui suit le même circuit. Et là, c'est juste désespérant parce que ça casse tout et ça casse la confiance et ça crée une déception colossale. Et donc, la digitalisation, souvent on en parle comme la digitalisation du parcours client, qui est important, ou de la digitalisation de la vente, mais c'est aussi avant tout la transformation digitale et donc la digitalisation de nos process. Et si j'ose dire, on doit être prêt en interne, dans nos process, dans nos systèmes, dans nos organisations, pour commencer à promettre la lune à nos clients en disant on est digitaux, parce que sinon, gare à la déception, justement. Donc, par rapport à ça, je peux citer pas mal de beaux exemples sur l'assurance qui ont touché le quotidien du client. J'ai parlé du paramétrique tout à l'heure dans le cas du Maroc. Alors, ce n'est pas forcément de la digitalisation, mais c'est de l'ingénierie assurantielle qui est basée sur pas mal de calculs, qui a permis quand même au Maroc d'avoir sous un mois plus de 200 millions de dollars pour indemniser les non-assurés. Et ça, c'est juste colossal. Et ça donne du sens à notre travail d'assureur. Je donne des exemples aussi qui foisonnent aujourd'hui en Afrique, où grâce au paramétrique, on arrive à sécuriser et indemniser les agriculteurs. Et ça, c'est de l'expérience client par excellence, parce qu'on tire un acteur économique d'importance d'un moment un peu compliqué, qui ne dépend pas forcément de lui. Hein. Quand il y a pas de pluie, bah, il n'y a pas de pluie. Et, sauf que lui, il a investi comme d'habitude, mais il n'a pas le retour. Et ça, c'est compliqué. Et quand il reçoit une indemnisation dans le mois ou dans la semaine, ça tire d'affaire. Je prendrai aussi d'autres exemples qui sont assez intéressants sur l'automobile. En tout cas, en Tunisie, on a démarré cette année une plateforme qu'on appelait de e-recours qui permet de fluidifier les échanges et les sinistres automobiles entre les compagnies. Et résultat des courses, sur aujourd'hui plus de 100 000 sinistres sur l'année, on a divisé par 2, voire par 3, le délai d'indemnisation de certains sinistres. Et ça, c'est peut-être pas de la digitalisation de la souscription ou de la relation client, mais c'est une expérience client qui est totalement transformée. Divisé par 2 ou par 3, l'indemnisation sur un dossier recours, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Je prendrai aussi un exemple plusieurs exemples qu'on a fait chez Ami Assurance, où on a mis à contribution de l'intelligence artificielle pour scorer la sinistralité des clients. Le problème de l'assurance, c'est que en gros, on segmente et sur 100 000 clients, on sait qu'ils vont avoir une certaine casse et donc on divise cette casse-là sur l'ensemble des 100 000. C'est de la solidarité quand on la présente bien, et c'est de la solidarité, mais c'est parfois pas très équitable parce que les mauvais conducteurs, bah, ils se font financer par les bons conducteurs. Et quand on arrive à avoir